Dans les sociétés rurales où le savoir local est peu conservé et rarement consigné par écrit, le rituel peut constituer une source d'informations considérable sur les groupes sociaux, leur organisation politique et leur patrimoine culturel. C'est ce que le sociologue Hassan Rashid tente de mettre à jour dans Le Sultan des autres, rituels et politiques dans le Haut Atlas, ouvrage paru aux éditions Afrique-Orient et consacré au sanctuaire de Sidi Shemharouch. Pour démontrer à quel point le rituel peut influer sur l'organisation politique de la communauté, Hassan Rashid appuie son analyse non pas sur Sidi Shemharouch lui-même, mais sur l'ensemble des rites à travers lesquels pèlerins et saints communiquent. Comment s'organise le sacrifice? Qui dirige le rituel? Qui s'approprie le sacrifice? Comment et qui utilise les offrandes? Sont les questions essentielles auxquelles tente de répondre Hassan Rashid dans Le Sultan des autres, rituels et politiques dans le Haut Atlas. Hassan Rashid, bonsoir. Votre ouvrage Le Sultan des autres, rituels et politiques dans le Haut Atlas, paru aux éditions Afrique-Orient, est consacré au culte de Sidi Shemharouch. Dans la préface de David Hart, célèbre anthropologue américain, à votre ouvrage, votre étude est qualifiée comme étant la première du genre. Je suppose que c'est l'approche que vous avez privilégiée qui confère à votre travail ce côté original. Quelle est cette approche et pourquoi une telle investigation? Permettez-moi d'abord de vous remercier pour m'avoir accueilli dans votre émission. L'approche, elle est originale en ce sens que, disons pour la première fois, un culte de saint est articulé à la vie politique et locale des groupes qui célèbrent ce rituel. Deuxième originalité de cette étude, c'est le produit d'une enquête sur le terrain, d'une enquête intensive sur un seul culte. Et donc toute l'articulation entre structures politiques, entre actions politiques des représentants de la tribu ou des représentants de lignage est articulée au culte de saint et principalement au Moussem, célébré au mois d'août. Sidi Shemharouch est connu dans les croyances populaires comme étant le sultan des Jnoun, idée que reprend la première partie de votre titre, le sultan des autres. Par contre, l'association dans le sous-titre des termes rituels et politiques interpelle et surprend parfois même. Comment faut-il entendre ces deux notions? Quel rapport établissez-vous entre rituel et politique lorsqu'on vous parlez de Sidi Shemharouch? Oui. Par politique, je désigne toutes ces actions publiques, toutes ces structures qui sont en rapport avec la gestion des choses publiques. Et par choses publiques, j'entends la mosquée, j'entends les canaux d'irrigation, j'entends les parcours collectifs et j'entends également le sanctuaire de Sidi Shemharouch. Ce sont ces choses publiques qui sont gérées par la tribu, qui sont gérées par les représentants des villages, et cette politique-là, elle est articulée au rituel également. Et donc, j'ai essayé tout simplement de me poser cette question. Il y a une chose publique qui est la victime de Sidi Shemharouch. Comment cette victime est achetée? Comment il est égorgé et comment il est partagé. Oui. On va y arriver, si vous le voulez bien, au sacrifice qui constitue la partie essentielle de votre étude. Je voudrais d'abord vous demander qui est Sidi Shemharouch. Vous consacrez une partie importante de votre analyse, si vous le voulez, à Sidi Shemharouch, sans toutefois chercher à épuiser les légendes qui entourent cet être mi-jeune, mi-humain. Qui est-il? Quel pouvoir lui attribue-t-on? Et est-il un guérisseur? Est-il un esprit maléfique, bénéfique? Il est peut-être tout cela à la fois. Le problème avec ce nom-là, qui est à la fois Shemharouch et Sidi Shemharouch, il y a une grande différence entre le Shemharouch sans Sidi et Sidi Shemharouch qui est le saint.
Shamharouch, sans citer, on le trouve dans les Mille et une nuits. Oui, tout à fait. On le trouve dans d'autres contes légendaires qui sont recueillis par Al-Fassi à Fès ou ailleurs. Mais Sidi Shamharouch le Saint, on le rencontre essentiellement dans le Haut-Atlas et uniquement dans le Haut-Atlas. Il y a d'autres Sidi Shamharouch qui sont décrits par d'autres auteurs, mais auxquels on n'attribue pas un culte ou des légendes. Et donc, Sidi Shamharouch est un saint qui existe dans une grotte, pas loin du sommet du Topral, et à une soixantaine de kilomètres aussi de Marrakech. Ce culte qui lui est attribué est local, mais il est également national. Et il y a une certaine ressemblance entre le rituel qui existe à Sidi Shamharouch et d'autres rituels qui existent par exemple à Bouya Omar. C'est toujours en rapport avec les démons, avec les genoux, avec l'épilepsie, avec certaines maladies psychologiques. Oui. Khadija Namouni, dans le culte de Bouya Omar, a essayé si vous voulez, de remonter un petit peu le temps pour prouver que Bouya Omar a réellement existé. Est-ce que Shamharouch, Sidi Shamharouch a existé? C'est une question. Est-ce que vous avez tenté de dévoiler cette énigme? Pour un anthropologue, l'existence n'est pas uniquement physique. Oui. Ce qui importe, c'est la représentation que les gens se font de Sidi Shamharouch. Oui. Peu importe s'il avait existé ou s'il n'a pas existé. Oui. Ce culte existe, il a un sanctuaire. On dédie à ce saint plusieurs victimes au cours de l'année. Et il y a plusieurs représentations légendaires de ce saint, et ça suffit pour l'anthropologue. Alors, votre démarche en tant qu'anthropologue, elle prend pour matériaux les représentations et l'imaginaire social plutôt que des faits tangibles, historiquement vérifiables. C'est pas en contradiction avec l'objectif de l'anthropologie, non? Non, pas du tout. Essayer de voir toute l'anthropologie consacrée au totémisme. Oui. Peu importe si véritablement cette tribu descend effectivement d'un serpent ou d'un crocodile, ça, on peut facilement le vérifier. Oui. Mais ce qui importe, c'est pourquoi ces gens-là se classent comme étant descendants d'une crocodile et pas d'une vache. Ce sont ces systèmes de classification qui importent pour l'anthropologue et non la vérification empirique d'une représentation rituelle. Alors, vous déconstruisez des représentations pour construire une représentation d'anthropologue, c'est ça? Oui, mais à partir des représentations des gens. À partir des représentations des gens. Alors, on va essayer d'avancer un peu plus. Vous présentez le culte de Sidi Shamharouch comme étant un ensemble de rites visant à établir une communication entre le saint et les pèlerins. Le sacrifice est le moyen par lequel s'opère cette communication. Vous en parliez tout à l'heure. Quelle est la valeur de ce sacrifice et quels en sont les enjeux? L'enjeu, il est d'abord matériel. Car une fois que ces victimes sont abandonnées par les pèlerins, ils sont partagés, soit entre les membres du lignage, soit entre les représentants des tribus. Le lignage, c'est un groupe de familles qui descend ou qui a un ancêtre commun. Et dans ce cas, le lignage des servants, c'est le lignage Ibn Aïd, qui s'occupe de l'administration du saint. Et celui qui accapare pendant 8 mois, durant l'année, les sacrifices dédiés par les pèlerins. Les 4 autres mois sont organisés à tour de rôle par les 3 villages. Donc, premier enjeu, il est d'abord matériel. C'est d'abord s'accaparer cette viande, la vendre aux enchères. Et avec cet argent, on achète d'abord la victime, mais également, parfois, on construit des ponts, on répare la mosquée ou on répare d'autres choses publiques. Donc, le premier enjeu, il est matériel pour les gens du lieu. Pour les pèlerins, l'enjeu, vous devinez, n'est pas matériel. Donc, il vient pour qu'il soit guéri, il vient pour remercier le saint d'une guérison qui a déjà lieu, etc. Donc, il y a différents enjeux selon la position de l'individu ou du groupe par rapport au saint. Les enjeux sont différents. Et donc, là, c'est l'une de l'originalité de ce travail, c'est de ne pas penser uniquement
le sacrifice en tant que communication entre profane et sacré, mais de le penser également par rapport à la vie politique locale. Alors, moi j'ai une question à vous poser, parce qu'en règle générale, lorsqu'un pèlerin procède à une offrande, il ne cherche pas tellement à savoir qui va s'approprier cet objet, l'important étant bien sûr le geste. Pourquoi avez-vous cherché à savoir qui, comment et pourquoi est-ce qu'on s'approprie ces sacrifices? La question au départ, c'était une question d'anthropologue. Qui achète la victime? Et j'ai suivi ce processus et j'ai trouvé que c'est un grand processus. Donc je lui ai réservé 2 chapitres dans le livre. Oui. C'est un long processus, une question très simple. Qui achète la victime? Il y a toute une organisation des trois villages. Et cette organisation tourne autour d'une notion locale, en berbère tawala, qui peut être traduite par la notion d'alternance. Donc il y a toujours une alternance entre 3 villages qui s'approprient les sacrifices pendant 4 mois, organisent des enchères et avec l'argent de ces enchères, achètent la victime. S'il y a un reliquat, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dépensé pour les choses publiques. S'il n'y en a pas, s'il y a un déficit, ce sont les gens également qui cotisent pour acheter la victime. Et donc la question était simple au départ. Et je me suis trouvé que pour sacrifier, il faut s'accaparer les sacrifices des autres. D'accord. Vous écrivez dans l'introduction de votre ouvrage, je vous cite, prendre en considération le devenir des sacrifices constitue notre premier pas vers une approche du culte comme un enjeu politique. Fin de citation. C'est quoi cet enjeu politique? J'avoue que le terme politique ici, moi, m'interpelle. Oui, j'ai dit tout à l'heure que par politique, c'est uniquement toutes ces actions-là des gens de la tribu par rapport et à l'égard d'une chose publique. Ces rapports peuvent être coopératifs, mais ils peuvent être également conflictuels. Et donc, là, l'enjeu politique, c'est vous avez un lignage des servants, un lignage qui est spécialisé dans le sacrifice et dans le sacré. Et vous avez une structure politique qui est la jma'at de la tribu. Et entre ces 2 lignages, entre ces 2 groupes, le lignage d'une part et la tribu d'autre part, il y a un conflit perpétuel sur la manière dont doit être géré le sanctuaire, sur la manière dont les sacrifices doivent être partagés, parce qu'au début, il y avait 15 jours uniquement pour la tribu et tout le reste pour le lignage des servants. Et après un conflit qui a duré une vingtaine d'années, la tribu est arrivée à avoir 4 mois. 4 mois pendant lesquels il gère le sanctuaire et pendant lesquels il s'approprie les sacrifices. Donc, quand je dis enjeu politique, c'est par rapport à tous ces conflits, à toutes ces... Il y a un bien... L'organisation sociale. Exactement, c'est l'organisation sociale ou politique, mais par organisation sociale, on peut tout simplement dire, bon, il y a des gens qui s'organisent pour mobiliser les irrigants pour faire le curage, des canaux d'irrigation. Et donc là, c'est pas proprement politique, c'est une organisation sociale. Mais quand on parle de politique, c'est tous ces rapports coopératifs et conflictuels par rapport à cette chose publique, qui peut être la victime, qui peut être le sanctuaire ou autre chose. Oui. Hassan Rachid, vous aviez, je crois, en 1990, déjà publié un ouvrage, Le sacré et le sacrifice, c'est cela. Et donc là, vous avez sorti Le sultan des autres rituels et politiques dans le Haut Atlas, c'est-à-dire que vous vous intéressez à ce phénomène en tant que sociologue, anthropologue. Est-ce que vous ne pensez pas que votre étude gagnerait, si vous voulez, à s'intégrer dans une vision qui serait une vision globale, qui nous permettrait de mieux maîtriser le phénomène des cultes qui jalonnent notre environnement culturel? Oui. Écoutez, d'abord on s'est mis à plusieurs sur la même tribu à comprendre ce que c'est que le sacrifice. Avant le livre que vous avez cité, Sacré et sacrifice dans le Haut Atlas, paru en 1990, Abdullah Hammoudi, mon collègue et mon ami, a publié déjà La victime et ses masques. Et c'était autour de la mascarade et du sacrifice de Aïd el-Kbir, sur la même région. Et donc, déjà, à 2, on estime qu'on n'a pas encore épuisé le système sacrificiel d'une seule tribu qui est composée de 200 ou de 250 foyers. Quant à articuler ce qui est local à une approche beaucoup plus globale, oui. Et je pense que la passerelle de
du niveau local au niveau global ne peut pas se faire de façon statistique. Ce n'est pas en étudiant 1000 cultes de saints qu'on peut généraliser. La passerelle est d'ordre théorique, et dans les 3 livres que nous avons cités tout à l'heure, à chaque fois, les propositions à la fin du livre sont des propositions générales. L'une des conclusions, disons, principales du deuxième et du premier livre, c'est d'aboutir sur 4 modèles du sacrifice, qui sont des modèles théoriques, non pas des modèles locaux. Donc, vous avez le sacrifice démoniaque, le sacrifice des Dioujoun, le sacrifice politique, donc en rapport avec la tribu, avec la division du travail, mais au niveau politique. Vous avez le sacrifice religieux, qui est le plus connu, donc le sacrifice sanctifiant, de Eid Kbir ou d'autres. Et vous avez le sacrifice humiliant, qui est largement représenté par le Har. Et donc, vous avez ces quatre modèles, et avec ces 4 modèles, on peut bien sûr étudier d'autres cultes de saints, d'autres sacrifices locaux ou maghrébins. Eh bien, bon courage Hassan Rachid pour la suite de vos travaux. Bonsoir et merci. Je vous remercie. Brahim Monkhachi, bonsoir. Vous êtes co-auteur avec Touria Al-Hadraoui d'études féminines, répertoire et bibliographie, paru aux éditions Le Fennec il y a quelques années. L'occasion de la Journée mondiale de la femme est pour préface non pas le moment de dresser un bilan de ce que la femme a réalisé dans le domaine de l'édition et de l'écriture, mais d'essayer au moins d'avoir un aperçu de ce qui a été réalisé. Dans la mesure où vous êtes auteur de répertoire et bibliographie concernant les études féminines, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'elle en est, la femme, actuellement? Oui. Ça serait très prétentieux de ma part de vous dire où en est la femme actuellement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses que je ne maîtrise pas parfaitement. Ce que je peux vous dire par contre, c'est ce qu'elle a fait depuis le début des années 90 en ce qui concerne l'écriture, essentiellement au Maroc et essentiellement dans le groupe Femmes Maghreb 2002 qui a été constitué à la fin des années 80 pardon, et qui regroupe plusieurs personnes universitaires et autres praticiens du livre, et qui a permis à plusieurs femmes et hommes, puisque là c'est un point sur lequel je voudrais insister aussi, nous ne sommes pas du tout et au contraire sexistes. Nous voulons éviter de reproduire ce harem dont on nous rabat tant les oreilles. Et il y a beaucoup d'hommes qui font partie de ce groupe informel Femmes Maghreb 2002. Pourquoi 2002? Pourquoi 2002? Pour 2 raisons précises. La première, c'est qu'au départ, le groupe s'appelait 2000, en référence au début du siècle prochain, qui est une référence assez galvaudée. Et ensuite, on a voulu aller plus loin que 2000, et symboliquement, on a choisi 2002 qui représentait magiquement 2 fois 1001 nuits. Oui. Dans les éditions Les Fennec ont donné, si vous voulez, l'occasion à la femme de s'exprimer à travers la collection Femmes citoyennes, marocaines citoyennes de demain. Quelle a été l'idée qui a lancé, ou pourquoi est-ce que cette collection a été créée, oui, et par qui? Alors, cette collection précisément entre dans un cadre plus général d'autres collections. Les collections ont commencé en 1989 avec la première collection qui était Femmes Maghreb Horizon 2000, justement. Pour répondre à votre question, cette collection marocaine citoyenne de demain est née au début des années 90. Pourquoi? Parce que l'initiatrice de cette collection, qui est Fatema Mernissi, a pour principale préoccupation de faire écrire les femmes et donc de concrétiser leur passage à l'écriture. Et le choix de cette collection s'est fait, c'est un choix qui a été fait de manière tout à fait démocratique, en groupe, lors d'une réunion. On s'est aperçu, et c'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup, qu'il y avait beaucoup de potentialités autour de nous, beaucoup de femmes et d'hommes qui avaient écrit des choses ou qui avaient des choses à écrire sur le sujet de la femme, et qu'il serait bien de concrétiser ça par une collection. Et par chance aussi, nous avons dans notre réseau Madame Leila Cheouni, éditrice des éditions Le Fennec, directrice des éditions Le Fennec, qui était prête
à participer à l'aventure et qui a participé à l'aventure dès le début. Et grâce à elle, donc, les livres ont pu exister. Oui, alors le point commun dans cette collection, c'est que tous les titres commencent par femmes. Alors femmes et politique, femmes et médias, femmes et sécurité sociale, femmes et éducation, etc. Comment se fait le choix des thèmes et comment se constitue le groupe, si j'ose dire, d'écrivains, puisque ce sont souvent des collectifs et non pas rarement des individus. Donc à partir du moment où l'on sait que le lancement d'une collection est possible, il y a une réunion avec les personnes qui constituent le groupe et on discute des thèmes, soit en fonction de l'actualité, c'est le cas de Femmes et politique qui a été conçu juste avant les élections législatives, les dernières, ou alors en fonction des priorités concernant la femme, c'est le cas de Femmes et éducation. Bon, l'éducation est un problème essentiel, donc le thème a été choisi de cette manière. Ensuite, pour recruter en quelque sorte les personnes qui sont capables d'écrire sur ce thème. Bon, ça se fait de manière très informelle. Telle personne connaît une spécialiste sur l'éducation ou une spécialiste sur les médias. Elle contacte cette personne en lui proposant les conditions de travail. Si celle-ci accepte, elle devient de fait membre du réseau et fait son ouvrage. Oui. En fait, vous êtes à la recherche de talents. Vous donnez aux femmes l'occasion de s'exprimer. Et je voudrais profiter de votre émission pour lancer cet appel aux femmes et pour leur dire que nous sommes tout à fait ouverts à tout nouveau talent. Bon, il ne faut pas que le mot talent soit pris dans son sens élitiste, pas du tout. Dès qu'une personne a des choses à dire sur le thème de la femme, elle est la bienvenue dans notre groupe. Oui, il y a quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque, parce que dans cette collection, on en parlait tout à l'heure, disons que l'essentiel vise davantage l'information. Une collection, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à prétendre à une viabilité plus longue? Parce que j'ai l'impression, par exemple, que Femmes et politique, Femmes et éducation, etc., font un constat ponctuel d'une situation qui est celle de 92-93. Est-ce que, par exemple, la collection ne gagnerait pas à changer de stratégie ou à compléter sa stratégie en visant plus que l'information, la formation? Oui. Si, absolument. D'ailleurs, c'est un des objectifs de notre groupe, une nouvelle stratégie. Au départ, il s'agissait de créer des collections avec l'information qui était disponible. Et je pense qu'avant d'arriver à la formation, il faut que les gens soient informés. Donc, c'était la première étape. Mais il est prévu dans les années à venir, justement, de penser à soit sous forme de livres, soit sous forme de cycles de formation, de séminaires de formation, à passer à l'étape de la formation. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe, non seulement au sein du réseau Femmes Maghreb 2002, mais aussi au sein des différentes associations qui le composent, parce que ça aussi c'est un élément important. Le réseau n'existe pas que par des personnes, mais aussi par des associations. C'est une nébuleuse de personnes qui travaillent, qui recherchent et qui s'intéressent à la femme, aux conditions de la femme. Oui. Est-ce que, si vous le permettez, est-ce que je reviens à mon idée de formation et d'information, est-ce que par exemple vous pensez que les thèmes à aborder doivent être toujours en fonction de l'actualité, Femmes et politique à l'occasion des élections législatives, etc. Ou parce que vous ne pensez pas qu'il s'agit aussi d'opérer des choix en fonction des priorités? Si, absolument, absolument. Oui. Et qu'est-ce qui vous semble être prioritaire actuellement concernant la femme? Bon, l'éducation me semble être très importante. Et il faudrait certainement dépasser le stade de constat qu'ont fait ces deux livres. Il y a aussi le problème des droits de la femme, le problème de la Moudawana. Effectivement, les changements récents, c'est un premier pas, disons, mais bien sûr, cela gagnerait à être encore plus développé, encore plus défendu et mieux défendu. Et l'initiative, par exemple, de la pétition des millions de signatures mériterait d'être relancée et de prendre une ampleur plus importante. L'éducation, le droit, aussi les droits économiques. Et dans ce sens, un livre va sortir. Là, je pense que c'est plus un livre d'analyse sur la femme et le travail, qui sortira très bientôt aux éditions Le Fennec. Et ça me semble être les points les plus importants. La femme dans le monde rural?
La femme dans le monde rural est une préoccupation également, qui est d'ailleurs l'objet et le thème d'un prochain collectif. Et bon, la préoccupation de la femme rurale se concrétiserait plus par des actions sur le terrain, qui sont aussi des choses que nous faisons au sein de notre groupe et des associations. Oui, alors à propos d'actions sur le terrain, vous me parliez tout à l'heure d'ateliers d'écriture. Oui. Est-ce que ces ateliers d'écriture sont envisagés pour perfectionner l'apport de ces femmes écrivains militantes, nouvelles formes, nouvelles formules? Ou est-ce que ce sont des ateliers d'écriture, de créativité, ou qui cherchent plutôt à un épanouissement de la femme? Ben, on peut dire que les deux choses sont réunies. Bon, il y a d'abord l'aspect technique qui est très important, parce que l'initiatrice de ces ateliers, qui est Fatema Mernissi, pense que l'écriture est d'abord une technique. Donc il faut en parler, il faut donner les règles d'écriture. Et ensuite, c'est également une tribune pour la créativité de la femme qui est très importante. Et c'est aussi un moyen pour les femmes qui ont des choses à dire de passer du stade de la possibilité, de la potentialité à la réalisation. Et pratiquement toutes les personnes qui ont participé aux ateliers d'écriture, qui sont au nombre de 5, si je ne me trompe pas, ont pu arriver à écrire un article qui a été publié. Mariam Mounkachi, cette manière d'investir le terrain et de militer, quel est le regard que vous jetez sur cette manière de... Oui, c'est une manière, si j'ose dire, moderne, dans le sens où bon, le militantisme des années 70 est un petit peu dépassé, il persiste, il doit persister, mais le plus important maintenant c'est l'efficacité. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus d'avoir des discours militants, mais il faut avoir des actions militantes et être efficace. Merci Mariam Mounkachi, bonsoir. Au revoir.